J'avais 6 ans, la première fois que mon grand-père, Papy Jojo, m'a emmené à la pêche avec mon cousin Romain. C'était en Charente-Maritime, une belle journée ensoleillée, pleine de belles promesses. J'allais pêcher des poissons. Mon grand-père avait préparé tout le matériel, quelque chose de simple, une petite canne à pêche, un fil, un bouchon, un verre de terre. On était prêts. Je commence à lancer ma canne au bord du bateau, tranquillement, puis j'attends quelques minutes. Et puis là, rien ne se passe. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un problème, il n'y a aucun poisson qui mord. Dans le bateau, tout le monde est concentré sur son bouchon et il ne se passe rien. Et là, je me dis, c'est donc ça la pêche. Il faut attendre. Moi, dans mon imaginaire d'enfant, je pensais que je jetais ma canne et instantanément, il y avait des poissons qui allaient mordre. Mais en fait, il fallait une patience. Mais une patience hallucinante. Moi, enfant, j'étais hyper actif. Donc la patience, ça allait pas. Du coup, j'ai pas passé un bon moment ce jour-là. Je suis revenu bredouille. Et les fois d'après, quand je suis allé à la pêche avec mon grand-père et mon cousin Romain, je traînais un peu plus du pied parce que j'avais compris que ce n'était pas forcément quelque chose pour moi. Il a fallu 30 ans pour que je savoure les plaisirs d'une bonne pêche. Si je vous parle de cette histoire aujourd'hui, c'est que généralement, les professionnels de l'immobilier sont dans le même état d'esprit quand on parle de générer des leads. Ils y vont en jouer, plein de bonne volonté et d'ambition, et puis ils se retrouvent vite bredouilles. Bredouilles à avoir dépensé du temps et de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que générer des leads et pêcher sont deux expériences assez similaires qui demandent patience, technique et persévérance. Partons donc ensemble à la pêche aux leads pour les 45 prochaines minutes. Pendant ces 45 minutes, on a découpé tout ça en 3 parties. Dans la première partie, on va vous apprendre les bases de la pêche. L'objectif de cette partie, c'est clairement que tous ceux qui sont déjà allés à la pêche et qui sont revenus bredouilles, et tous ceux qui sont jamais allés à la pêche, ne reviennent jamais bredouilles de la pêche, que ce soit la dernière fois. Dans la seconde partie, on va vous donner le secret des bons pêcheurs. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer la stratégie qui va vous permettre de mettre un système en place qui fait qu'à partir de dorénavant, vous aurez toujours des poissons dans votre frigo, vous aurez toujours des clients à traiter. Et dans la troisième partie, puisque vous allez monter en compétence avec ces 2 premières parties, on va vous donner les 15 conseils de pêcheurs avertis. Donc à la fin de cette conférence, si vous appliquez ces conseils, normalement, vous serez tous des bons pêcheurs et vous aurez toujours des clients à traiter. Je vais commencer tout de suite avec les bases de la pêche. Comme le disait très très bien Florian, le vrai problème de la plupart des pêcheurs, c'est que quand on arrive devant de l'eau, on jette sa canne dedans et on a l'impression que les poissons ils vont venir tout seuls. Or, ça ne se passe pas comme ça. Et la plupart du temps, il y a des gens qui pêchent à côté de nous, on connaît des pêcheurs qui nous disent « j'ai pêché plein de poissons », ou on voit des gens qui montent des poissons et on se dit « pourquoi pas moi ?» Eh bien, en génération de leads, c'est pareil. Tout le monde dans la salle a entendu quelqu'un ou vu une vidéo ou entendu un collègue dire moi, maintenant, j'ai mis en place un système de génération de leads, ça marche hyper bien. Il y en a même qui ont dit qu'ils pouvaient se passer des portails immobiliers ou de certains portails immobiliers. Donc, les gens ont envie de se lancer. Ils sponsorisent un post Facebook, un post LinkedIn, et puis ils attendent, et il ne se passe rien. Et puis ils abandonnent. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que les gens qui remontent des poissons, ils ont un secret très très simple. C'est qu'en fait, la première fois aussi, ils sont rentrés bredouilles. Et la deuxième fois aussi. Et la troisième fois. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à rentrer un premier poisson, puis un deuxième. Puis ils ont demandé des conseils à des pêcheurs. Et ils ont perfectionné leur technique de pêche. Jusqu'à devenir des bons pêcheurs. Et en fait, tout ça, ça commence par vraiment connaître les bases de la pêche, les bases de la génération de leads en immobilier. Et ça commence par savoir ce qu'on pêche en premier. Effectivement, c'est la base dans la pêche comme dans la génération de leads. L'erreur du débutant, c'est de se dire « je vais jeter ma canne et puis il y a bien un poisson qui va mordre et avec un peu de chance, j'aurai un gros poisson ». Malheureusement, ça ne marche pas comme ça en pêche comme en génération de leads. La première chose à savoir, c'est quel type de leads vous voulez générer. Est-ce que vous voulez des leads vendeurs, des leads acheteurs? Est-ce que vous voulez des leads de locataires? Mais surtout, quel est le profil de ces leads vendeurs?
Ils ont 35, 45, 55 ans. Quelle est la typologie des biens? Bref, définir un persona précis pour ce type de leads. Car c'est en fonction du profil du poisson que vous voulez pêcher que vous allez adapter le matériel. Et le matériel de pêche, ça peut aller du kit de pêche à 12 € là, de chez Decathlon, je ne sais pas si vous le connaissez, jusqu'au chalutier d'Intermarché dont vous avez sûrement entendu parler aussi. Mais la réalité, c'est que le chalutier, c'est peut-être un peu trop pour commencer la pêche. Ce qu'il vous faut, c'est vraiment un matériel de base qui va vous permettre de monter aux compétences et de vous améliorer au fur et à mesure. Et le matériel de base, il se compose de 3 choses essentielles. La première chose, c'est un bon appât. La seconde chose, c'est une bonne canne à pêche. Et la troisième chose, c'est une glacière. Je vais rentrer tout de suite sur le premier point qui est un bon appât. Un bon appât, en fait, c'est la valeur que vous allez offrir à vos clients. Qu'est-ce qui fait que le client va mordre et va avoir envie de vous confier son projet immobilier? Là, on a dit qu'on partait plutôt sur les leads vendeurs pour toute la conférence. Et du coup, l'appât qui est utilisé par 90% des professionnels de l'immobilier qui veulent des leads vendeurs, c'est le fameux estimation gratuite. Classique. En fait, c'est l'équivalent du ver de terre en pêche. Ça fonctionne, il y a toujours un poisson qui va mordre, mais en réalité, les poissons, ils sont de moins en moins dupes. Et donc, il faut se différencier. Je vais vous donner l'exemple de Meilleurs Agents. Je pense que tout le monde connaît Meilleurs Agents. Tout le monde a entendu qu'ils ont fait une belle sortie il y a quelques semaines. Il y a une raison à ça. Quand ils sont arrivés il y a 11 ans, ils sont arrivés avec le fameux estimation gratuite, mais en temps réel, tout de suite. À la fin du formulaire, j'ai l'estimation du prix de mon bien. Et forcément, là, c'était différenciant. Forcément, là, il y a plein de poissons qui sont venus et qui ont mordu à l'hameçon, et donc ils ont réussi à générer des leads et faire la sortie qu'ils ont faite derrière. Ce que je veux que vous compreniez sur ce point-là qui est essentiel, c'est qu'il faut se différencier. Parce que si vous avez la même technique de pêche que le voisin et que tout le monde a la même technique de pêche, c'est beaucoup plus compliqué d'attraper du poisson. Maintenant que vous savez ce qu'est un bon appât, on va vous expliquer comment avoir une bonne canne à pêche. Et en termes de génération de leads, votre canne à pêche, ça va être votre landing page. Une landing page, c'est une page dédiée à la génération de leads qui est composée de 3 éléments centraux. La première chose, c'est que c'est une accroche qui va rappeler au prospect votre appât. Ensuite, vous allez proposer un peu votre discours marketing qui se rattache à cette offre de valeur. Et ensuite, vous avez un formulaire de contact court, ergonomique et efficace qui va permettre de capter le contact. Alors attention, vos sites internet ne sont pas des landing pages. Peu importe la qualité de votre site, peu importe le budget que vous avez mis, c'est vraiment 2 choses différentes. Nous, chez Immobilier 2.0, on a notre site, mais on a aussi nos landing pages qu'on utilise pour générer des leads, pour générer des ventes. D'accord ? Un outil très sympa pour créer des landing pages, une très bonne canne à pêche, c'est Instapage. Instapage, la force, c'est que ça va marcher par drag and drop, donc vous allez pouvoir construire vous-même facilement vos propres landing pages. Vous n'êtes pas dépendant d'un développeur, c'est vos équipes marketing qui vont pouvoir être réactives pour la construction de vos landing pages, et c'est ça qu'on cherche. On attend un petit peu l'annonce. Une autre très bonne canne à pêche pour ceux qui n'ont pas la volonté de créer une landing page, c'est Typeform. Typeform, c'est un super outil qui permet de créer des formulaires qui fonctionnent très bien. Cette canne à pêche, elle est utilisée par plein de startups et plein de professionnels de l'immobilier. Allez-y. Maintenant que vous avez une super canne à pêche, je vous avais dit le dernier point, c'est la glacière. En fait, la réalité, c'est que si vous avez un très bon appât et que vous avez une bonne canne à pêche, peut-être que les 2-3 premières fois, vous n'allez pas remonter 50 leads d'un coup, mais il y a un moment où vous allez faire une pêche miracle. Et vous allez avoir plein de prospects qui vont rentrer d'un coup. Ouais. Et en fait, là, le petit saut que vous avez emmené, il sera plus suffisant. Et en fait, la réalité, c'est que la plupart des gens qui commencent à faire de la génération de leads, ils ne pensent pas et ils n'anticipent pas cette étape. Et ils se retrouvent débordés. Et du coup, ils se retrouvent avec 35 leads à jeter. Et tout ça, ça vous a coûté du temps et ça vous a coûté de l'argent. Donc, c'est hyper dommage de jeter le poisson avec son eau. La réalité, c'est que vous devez anticiper et préparer un logiciel de gestion de relations clients, un CRM. Et en plus, pensez déjà à 2-3 automatisations qui vont vous permettre de continuellement alimenter ces prospects pour pouvoir aller les pêcher quand ils sont vraiment chauds. On va y venir dans la deuxième partie. Mais avant ça, on sait où est-ce qu'on pêche, on sait ce qu'on pêche. Maintenant, voilà, il faut savoir où est-ce qu'on pêche. Effectivement, car en pêche, comme en génération de leads, il y a différents spots de pêche. Et en fonction du spot de pêche, on va adapter sa technique de pêche et on va en parler tout de suite.
Le premier type de spot de pêche, c'est le petit lac du village où vont pêcher les familles le dimanche. On est sûr d'avoir un poisson, mais on ne va pas faire non plus une pêche miracle. Ça, c'est la communication locale que vous faites, d'accord ? Tous les professionnels, toutes les agences utilisent ce spot. Ça fonctionne toujours, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Autre style de spot de pêche, c'est les spots privés. Donc les spots privés, comme on l'entend, ça va être tout ce qui est portail immobilier, Se Loger, Meilleur Agent, Le Bon Coin, Ouest France, etc. Là, l'idée, c'est qu'ils ont créé des bassins pleins de leads et vous allez payer pour accéder à ces bassins. Par contre, ils vont vous imposer la technique de pêche et le matériel. Vous ne faites pas ce que vous voulez chez eux. Autre style de pêche, la rivière. Donc là, le poisson, il remonte la rivière tranquillement. Il veut manger. Donc nous, en tant que pêcheurs, on va se positionner en amont de la rivière pour l'attraper quand il arrive. Vous aurez compris le parallèle, c'est AdWords. Le client est proactif, il fait une recherche sur Google, prix immobilier à Besançon, et vous positionnez votre pub sur le passage, Google AdWords. Toi, tu es plus un pêcheur de lac, il me semble. Ouais, moi, la première fois que j'ai commencé à pêcher, c'était dans un lac. Et en fait, l'état d'esprit des poissons dans un lac, il est totalement différent. Ils sont là pour chiller, ils ne sont pas du tout actifs, ils sont avec leurs copains poissons entre les roseaux, ils n'ont pas du tout prévu de manger. En réalité, c'est les réseaux sociaux. C'est exactement pareil. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas du tout dans une démarche de recherche immobilière. Ils sont là vraiment pour se détendre. Maintenant, parmi tout cela, il y en a qui ont des projets immobiliers. Et aller se renseigner sur son projet immobilier, c'est une manière de se projeter, c'est une manière de se détendre. C'est juste qu'il faut être créatif pour bien amener les choses à des gens qui n'ont rien demandé. C'est un type de pêche qui est un petit peu différent. Ensuite, le rêve de tout pêcheur, c'est le secret spot. C'est l'endroit secret que personne ne connaît et où il y a plein de poissons. Ces endroits-là, ils sont géniaux parce que tu peux pêcher tranquillement, il n'y a aucune concurrence et avec une petite canne à pêche et pas beaucoup de verre, tu peux vraiment remonter beaucoup de poissons. Ces endroits-là, c'était il y a AdWords il y a 15 ans, où c'était hyper facile de remonter du lead. C'était Facebook il y a 5 ans. Et il y en a encore d'autres à découvrir. Le seul moyen de les découvrir, c'est de tester un maximum de choses. Je vous conseille de mettre un petit budget de côté pour aller tester tout ce que vous entendez. Tiens, il se passe quelque chose ici, on peut mettre de la pub, on va voir comment ça mord. Testez des choses pour découvrir les secret spots et pouvoir monter en puissance sur votre génération de leads. Et enfin, le dernier endroit qui n'est pas vraiment un endroit, c'est le fait de travailler son propre vivier. Sûrement, beaucoup de personnes d'entre vous dans la salle ont déjà leur propre site internet. Peut-être qu'il y en a qui ont même des blogs. Peut-être qu'il y en a qui font de l'inbound marketing, qui travaillent leur marketing de contenu. Et bien en fait, tout cet environnement-là, il vous permet de générer de la visite et d'identifier déjà des leads qui sont chauds sur votre site. Et donc si vous êtes capable de mettre un pixel, on va en parler dans la deuxième partie pour pouvoir les retargeter, vous allez pouvoir leur proposer de la pub dans l'ensemble de l'environnement dans lequel ils sont. Et là, vous commencez à travailler votre propre vivier. Dans cette première partie, on vous a expliqué que vous devez passer du temps à bien identifier les personas des gens que vous voulez générer comme leads. Ensuite, passez du temps à bien préparer votre matériel et tester un maximum d'endroits pour pêcher et vous ne rentrerez plus jamais bredouille de votre partie de pêche de génération de leads. Il est temps pour nous de vous passer à la deuxième partie, le secret des bons pêcheurs. Ce qu'on constate depuis des années, c'est que les professionnels de l'immobilier pensent que parce qu'ils vont diffuser une publicité sur AdWords, une publicité Facebook, etc., ils vont automatiquement générer un lead show qu'il suffit de rappeler pour obtenir un rendez-vous, se présenter en R1, en R2 et signer. Personnellement, moi aussi, je rêve de pêcher un saumon de rivière dès mon premier lancer de canne, mais ça ne marche pas comme ça. Ça fonctionne en pige immobilière, par exemple. Parce qu'en pige immobilière, il y a un mec qui est propriétaire, qui a un projet de vente, qui veut vendre, qui vient de lever une pancarte géante sur les sites Internet. « Contactez-moi, je veux vendre ». Malheureusement, quand on va sur d'autres canaux de communication où la personne n'est pas déclarée, il va falloir la travailler. Il va falloir la qualifier au travers de différentes étapes. Qualifier que la personne est un propriétaire, qualifier que la personne a un projet en tête et qualifier celle qui a un projet en tête à court terme pour aller la signer effectivement. C'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie. On va vous montrer un système qui permet de qualifier les propriétaires et de générer des leads durablement. Ce système, il est connu de tous les bons pêcheurs sur Internet. Beaucoup de startups, beaucoup de compagnies utilisent aujourd'hui ce système. C'est un tunnel de conversion en 3 étapes.
tofu, mofu, bofu. On va vous détailler tout ça, chaque partie, un peu plus loin. L'idée, c'est qu'on va mettre en place pour chaque étape une stratégie de communication différente et adaptée pour générer des leads en bout de ligne. Je vais commencer avec la première étape. Le tofu, en fait, c'est top of the funnel. C'est tout en haut du puits de conversion. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez un vivier énorme. Peut-être que vous travaillez sur un îlot, 2 îlots, peut-être sur un quartier, peut-être sur plusieurs quartiers, peut-être même sur plusieurs villes. Et du coup, dans tout cet endroit-là, vous allez devoir identifier qui sont les clients qui ressemblent à votre typologie de clients. En fait, c'est comme un pêcheur qui arrive face à un lac immense. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va tirer des diagonales et qu'il va tester les endroits où il a des touches pour pouvoir après installer son spot de pêche. À ce moment-là, l'objectif, c'est juste d'avoir ça. C'est clairement pas ni d'avoir un contact avec la personne, ni d'avoir le contact de la personne, ni d'avoir un rendez-vous. Pour l'instant, on essaie juste d'identifier les personnes qu'on va vouloir retravailler par la suite. Comment ça se passe concrètement ? En fait, il s'agit de mettre en place une première campagne de publicité. Cette campagne de publicité, comme je vous le disais, elle a pour objectif d'identifier la typologie de clients que vous avez ciblée. Donc, vous allez utiliser un article que va adorer lire la typologie de clients que vous ciblez. Comme ça, vous allez le pousser à cliquer. Et c'est simplement le titre qui va faire la différence. Une fois qu'il a cliqué sur le titre de cet article, vous savez qu'il a un projet immobilier qui correspond à ce que vous recherchez. Et donc, vous allez pouvoir lui mettre un pixel de retargeting, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est quelque chose d'un peu technique qui va permettre de savoir que cette personne-là fait partie de votre zone de pêche. Et donc, du coup, vous allez pouvoir le retoucher plus tard. On va voir ça dans l'étape 2, l'étape du bofu. Mais avant de passer à l'étape du bofu, on veut que vous compreniez bien comment ça se passe cette première étape. Cette première étape, on a préparé un petit jeu auquel on va vous demander de participer pour que vous compreniez bien. Florian, je te laisse expliquer le jeu. Effectivement, on va vous montrer des publicités ciblées pour un contenu spécial qui permet de qualifier la personne et vous allez devoir en quelques instants deviner si on s'adresse à un vendeur. Donc si on s'adresse à un vendeur, je vous invite à applaudir. Allez, on se chauffe les mains pour tester le jeu. Donc si la pub s'adresse à un vendeur, vous tapez des mains. Par contre, si ça s'adresse à un acheteur, je veux tous vous voir avec les mains en l'air comme ça. Allez-y, soyez pas timides. OK, ils ont compris. Première publicité, vous avez quelques secondes pour deviner, comme l'internaute qui voit votre pub dans un fil Facebook, il y a quelques secondes d'attention. 3, 2, 1. « 10 astuces pour vendre son bien en moins de 30 jours ». Effectivement, vous avez compris, on s'adresse ici à un vendeur. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont l'air très vifs. On va quand même faire un deuxième test. En réalité, c'est assez simple, mais on va faire un deuxième test pour que vous compreniez bien. 3, 2, 1. Allez, je veux voir toutes les mains en l'air. Bravo, vous avez bien compris. Je rêvais de dire cette phrase. Pour le coup, vous avez très bien compris le jeu. On a fait des trucs un petit peu simples pour l'instant. J'ai envie de tester un truc un petit peu plus compliqué. On va tester avec une troisième publicité. 3, 2, 1. Allez, on tape les mains en haut de la tête, on s'adresse à un vendeur qui est aussi un acheteur. Effectivement, c'est un petit peu plus compliqué, mais cette pub, elle était intéressante parce qu'elle permet de cibler en fait les 57% de vendeurs, enfin d'acheteurs qui doivent vendre leurs biens pour pouvoir acheter. Donc ça reste une cible déjà très très identifiée. Mais il y a des pubs, en fait ça vous montre aussi que la pub peut être un petit peu floue et c'est vers là qu'on voulait aller aussi, vous montrer que les pubs peuvent être un peu floues et qu'il faut vraiment que ce soit facile comme jeu parce qu'il faut que tout de suite vous puissiez identifier la bonne topologie de client. Toi, tu veux montrer un exemple de pub et donner 5 conseils pour bien réussir cette pub à la partie tofu. Effectivement, ça fonctionne, cette stratégie. Si on veut vraiment qualifier la personne, il faut que le type d'article soit vraiment qualifiant. Si je fais une publicité, les prix immobiliers à Bordeaux en 2019, certes, ça intéresse les vendeurs, mais ça intéresse les acheteurs, ça intéresse le locataire qui se dit je vais un jour acheter, ça intéresse aussi monsieur tout le monde qui regarde les prix immobiliers à Bordeaux. Donc c'est vraiment le point central, c'est mon conseil numéro 3, votre publicité doit qualifier la personne. Ensuite, le titre doit être accrocheur, il doit susciter la curiosité, l'intérêt, la peur, ce qu'on appelle un peu vulgairement sur le web les articles putaclic. C'est ça qu'on veut, c'est que la personne clique dessus rapidement, donc on utilise des accrocheuses, super phrase.
Pour les contenus, pensez à toutes les questions que vous posent tous les jours vos clients, vos prospects, ou quand vous dites à un apéro que vous êtes agent immobilier, vous avez toujours les mêmes questions, vous savez ce qui intéresse les vendeurs. Utilisez ces accroches pour vos publicités. Et avant de passer à Toi, t'as un l'étape petit du mot fou, conseil, ouais. ouais, j'ai un petit conseil de braconnier ou braconneur, on ne savait plus trop c'était quoi le bon mot. La réalité, c'est qu'il y en a plein parmi vous qui aussi n'ont pas créé d'article et n'ont pas ce contenu à mettre à disposition et n'ont pas forcément envie de le créer, mais ont envie de se lancer dans la pub. Il y a un outil qui s'appelle snip.ly. Vous allez sur le site, vous prenez l'article fait par quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez aller sur Le Figaro, sur Capital, même sur Immobilier 2.0 si jamais on a des articles pour votre typologie de client. Vous copiez-collez l'URL dans snip.ly. Et en fait, snip.ly, c'est un raccourcisseur d'URL. Ça veut dire que ça va vous donner une URL plus petite que vous allez pouvoir utiliser pour la publicité. Et en fait, chaque personne qui va cliquer sur l'article que vous avez mis à disposition va automatiquement recevoir le pixel de retargeting. Donc grâce à ça, vous n'avez pas besoin de créer de contenu et vous pouvez tout de suite commencer à faire de la génération de leads et identifier les personnes qui vont passer à l'étape 2, le mot fou. Effectivement, donc là, on a sondé notre lac, on a délimité notre zone de pêche, nos vendeurs sont là-dedans, on va se concentrer là-dessus. Imaginez à la première étape, 1500 personnes, 1500 potentiels vendeurs ont cliqué sur votre publicité. On va donc retargeter ces 1500 personnes. La force de la stratégie, c'est que pour retargeter 1500 personnes, que ce soit sur Facebook, sur AdWords, etc., c'est que ça va vous coûter très peu cher, puisqu'en étape 1, on avait une audience de 100, 150 000, 200 000 personnes. Donc là, il a fallu dépenser du budget. Mais maintenant, on a 1500 personnes. On se concentre dessus. Donc avec des budgets très faibles, on occupe l'espace publicitaire de ces personnes sur Facebook, sur AdWords, etc. etc. C'est là la magie du système. Et c'est là l'erreur que font les professionnels de l'immobilier en général. C'est qu'ils mettent tout le budget en étape 1 et ils ne font pas du retargeting après sur cette population. Et justement, dans cette étape, l'objectif, ça va être, on va enfin rentrer dans la partie où on récolte le contact du client. L'objectif, c'est qu'il vous donne ces informations. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour qu'il vous donne ces informations, il faut que vous ayez un bon appât. Et typiquement, un exemple d'appât qu'on utilise beaucoup, c'est celui de Meilleurs Agents, parce qu'en fait, ça va vous donner une technique à ce moment-là. C'est qu'en fait, Meilleurs Agents, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de remplir le formulaire de Meilleurs Agents, mais il est hyper long. C'est vraiment hyper long, c'est hyper chiant à faire. Mais les gens le font. Parce qu'en fait, en face, ils ont une valeur qui est suffisamment forte pour qu'ils passent du temps à remplir ce formulaire. Et il y a un deuxième point qui est très intéressant dans cette technique-là, c'est qu'ils remplissent des informations qui sont justifiées par rapport à la valeur qu'on propose derrière. Ils donnent toutes les informations sur leur maison. Hyper logique pour avoir le prix de sa maison. Du coup, c'est normal pour eux de répondre à l'ensemble des questions du formulaire et de prendre toutes les informations. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez avoir une belle offre de valeur, mais les informations que vous devez demander en face doivent être en relation avec l'offre de valeur que vous proposez, sinon ça ne fonctionnera pas. On a quelques exemples. Ouais, on a identifié 2 typologies d'appât qui fonctionnent très bien à cette étape. Vincent va nous parler du premier type d'appât. Ouais, le premier type d'appât, c'est le contenu digital à télécharger. C'est marqué derrière moi. Mais en gros, c'est tout ce qui va être guide, livre blanc, études, rapport. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les poissons... En fait, la différence entre les poissons et les hommes, parce que depuis tout à l'heure, on parle de poissons, mais il y a une petite différence entre les deux. Il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est très forte, c'est que les hommes, ils parlent entre eux. Et du coup, maintenant, ils sont au courant qu'on ne lâche pas son contact n'importe où aussi facilement. Du coup, il faut que vous leur proposiez une valeur ajoutée qui soit suffisamment forte et pour ça, il est prêt à lâcher son contact. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contenu à forte valeur ajoutée, il va le recevoir par mail. Donc, il est obligé de lâcher son mail pour avoir l'information. Et c'est là où il y a de la vraie valeur. Après, si vous vous mettez à créer un contenu comme ça peut vraiment prendre du temps et bâclez pas à ce moment-là. C'est vraiment hyper important. Si vous proposez un contenu digital à télécharger, quel qu'il soit, une étude, un rapport ou quoi, si vous faites les choses de manière moyenne, les gens vont se dire, OK, donc c'est moyen, je n'ai pas envie de travailler avec cette agence immobilière-là. Si vous le faites, passez-y vraiment du temps. Et en plus, le contenu, vous allez pouvoir le réutiliser pour d'autres choses. Requalifier votre base, déjà quelque chose que vous devriez tous faire, mais aussi pour le donner aux gens qui passent dans l'agence. Enfin bref, ça se réutilise, donc passez du temps et faites quelque chose de qualitatif. Deuxième type d'appât qui fonctionne très bien, on en a un petit peu parlé, c'est tout ce qui est estimation en ligne et tout ce qui est en rapport avec les prix du marché. Vous le savez, c'est toujours l'information que veut le vendeur, donc superbe appât. Attention toutefois au simple
contactez-nous pour une estimation gratuite avec un tout petit formulaire où ça sent à 3 km que je vais remplir et je vais me faire rappeler dans la journée par un commercial. Ce n'est pas ce que le prospect veut vraiment. D'accord ? Là, on parle vraiment d'appât un peu attirant. Je vous ai pris un exemple d'une campagne de pub qu'on a menée avec Yann Raoul, qui est un pote agent immobilier sur Montréal. On avait testé un appât qui était tester le prix de vente de votre propriété, où on demandait au propriétaire de lui-même évaluer la valeur de sa propriété. Et puis, à la fin du captage de leads, on lui remettait un vrai rapport d'un professionnel pour qu'il compare à ce qu'il avait en tête versus la réalité. Ce qui était assez intéressant avec cette campagne, c'était au niveau des résultats. Ce qu'on peut constater, c'est que sur une période de 3 semaines, on a généré 137 leads vendeurs qualifiés. Sauf que 137 leads qualifiés en 3 semaines, si ce qu'on appelle scale cette campagne dans le temps, donc sur toute l'année, je mets des budgets plus importants, je peux vite me retrouver avec 3000, 4000 contacts vendeurs à travailler. Autant vous dire que je ne peux pas rappeler tout le monde au téléphone pour prendre des rendez-vous, faire des estimations. Ce n'est pas humain. Donc là, vous avez 2 choses à faire. La première chose à faire, c'est mettre tous les poissons qui ne sont pas les plus chauds dans votre glacière, on en a parlé tout à l'heure, donc dans votre CRM et votre outil de marketing automation pour travailler ces leads dans le temps. La deuxième chose à faire ensuite, ça va être de mener la campagne Beau Fou, la fameuse 3e étape qu'on va voir dans quelques secondes, où là, on va requalifier tous ces contacts qu'on a générés pour, cette fois, obtenir des rendez-vous et aller signer des mandats. Comme le disait très bien Florian, vous allez avoir, je l'espère, si vous avez bien fait les 2 premières étapes, trop de clients, un problème de riche. Mais la réalité, c'est qu'il faut le traiter, ce problème-là, et il faut que vous soyez en mesure d'identifier ceux qui sont chauds. Et c'est pour ça qu'on passe à cette étape du beau fou. L'objectif à cette étape-là, c'est un objectif qui va vous plaire, c'est d'obtenir un rendez-vous, c'est d'avoir la personne au téléphone, c'est qu'elle passe en agence ou c'est à minima qu'elle vous contacte via un outil de messagerie instantanée. Comment ça va se passer concrètement ? On part sur une 3e campagne publicitaire. Sauf que là, la différence, c'est que vous avez hyper bien identifié les gens que vous allez cibler. On en est à la 3e étape, vous êtes sûr qu'ils ont un projet immobilier, vous êtes sûr qu'il est dans cette démarche-là, et donc du coup, vous allez pouvoir être beaucoup plus direct dans vos publicités. Et en fait, avec un budget qui est assez minime, autour de 5 € par jour dans ces eaux-là, vous allez pouvoir occuper l'ensemble de l'espace publicitaire de vos clients. Vu qu'à ce moment-là, vous savez que c'est des projets identifiés et que ça le gêne moins qu'on lui parle d'immobilier parce qu'il a envie qu'on lui parle d'immobilier, vous allez pouvoir mettre tout un tas de publicités pour occuper l'espace publicitaire et que les clients en question se disent « c'est elle la meilleure agence immobilière du quartier, c'est avec eux que je dois travailler ». Et voilà exactement comment ça va se passer. Ouais, concrètement, pour cette étape du bas du tunnel, le beau fou, quel type de publicité je fais ? Très simple. Premier type de publicité, on met en avant votre offre de valeur. Je vous ai mis un exemple ici, 145 biens vendus cette année sur Bordeaux pour 98% du prix estimé. Contactez-nous pour discuter de votre projet de vente avec un de nos experts. Ensuite, ici, on a des call to action, contacter un de nos experts du quartier, nous contacter. Bref, on veut que la personne passe à l'action, on veut que vous parliez ensemble. Deuxième type de typologie de publicité très intéressante à cette étape, c'est tout ce qui est témoignage client et valorisation de vos propriétés vendues. Tout simplement parce que, imaginez sur un mois, si vous diffusez plusieurs vendus, comme on disait, l'audience est tellement qualifiée que vous allez apparaître partout sur Facebook, etc. auprès du client. Il va voir tous ces vendus passer, il va se dire « mais ils sont trop bons, cette agence ». Et quand il va vouloir passer à l'action, il va aller vers vous obligatoirement. Okay ? Ce qu'on veut quand on construit ce type de publicité, c'est faciliter la prise de contact. Selon la plateforme publicitaire que vous utilisez, AdWords, Facebook, etc., ils ont mis en place tout un tas d'outils très pratiques pour pousser la personne à vous contacter, ce qu'on appelle les click-to-call, click-to-chat, click-to-messenger, click-to-WhatsApp. Bref, on veut que la personne vous appelle, qu'elle vous pose une question dans Facebook, Messenger ou sur WhatsApp pour créer une relation et qu'on commence à parler d'humain à humain et qu'on enlève le digital, parce que là, c'est plus le temps de ça. Là, il faut aller chercher un mandat. Si je résume au niveau de notre stratégie, 3 étapes. Premièrement, je qualifie le lead avec un article, avec un contenu accrocheur. Deuxième étape, je génère le contact grâce à un appât percutant. Troisième étape, j'obtiens un rendez-vous
en parlant aux leads. Ce qu'on vient de mettre en place, et c'est la force de tout ça, c'est qu'on a mis en place un système de génération de leads qu'on va pouvoir scaler, qu'on va pouvoir passer à l'échelle. Puisqu'une fois que vous avez vos différentes étapes qui fonctionnent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les budgets, on va multiplier les campagnes sur l'étape 1, le tofu, et automatiquement, ça va venir alimenter votre pipe de leads. Et ainsi, en bout de tunnel, on a des nouveaux leads acheteurs très chauds qui arrivent et on va prendre des rendez-vous. C'est ça la force de tout ça. Une fois que ce système est mis en place, votre job, c'est pour chaque étape d'optimiser le taux de conversion pour générer plus de leads à la fin. Et c'est de ça qu'on va parler dans une troisième partie, comment booster sa conversion à chaque étape. Ouais, effectivement. C'est intéressant cette histoire de système automatisé. Moi, en fait, la première fois que je suis allé à la pêche, on repart sur la pêche. La première fois que je suis allé à la pêche, j'ai pas eu la malchance d'y aller quand j'étais gamin. J'ai pas eu la malchance d'y aller quand j'avais 6 ans. J'y suis allé beaucoup plus tard, j'avais 23 ans. Et je suis parti avec 3 potes à moi, hyper bons pêcheurs. On est parti du côté de Saulieu pêcher la carpe. Et en fait, même si je suis plus hyperactif à 23 ans, je suis quand même quelqu'un de très très impatient. Mais ça n'a pas été un problème. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était des hyper bons pêcheurs, ils avaient de l'hyper bon matos. Et donc quand on est arrivé sur place, on a sorti des cannes que j'ai jamais pu me racheter dans ma vie plus tard. J'ai appris à les monter, j'ai appris à amorcer, on a acheté les cannes et à ce moment-là, on les a posées sur un rod pod. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un rod pod, c'est un endroit où on pose sa canne en plastique et après, on n'a plus rien à faire. Et pour aller plus loin dans l'idée, on a même mis des petits détecteurs de touches au bout des cannes. En fait, c'est un truc qui fait bip, 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 bip dès que le fil y part. Ça veut dire qu'après, on a sorti une table, 4 chaises, un jeu de belote coinché, une petite bouteille de Perrier et on a attendu que ça sonne. Du Perrier, ouais. M'en fais pas. Et du coup, tout ça pour vous dire que j'ai pêché mon premier poisson ce soir-là, ça a bipé, j'ai mené mon premier combat, j'ai appris à mener un combat avec un poisson, c'est pas comme dans les dessins animés, ça sort pas de l'eau et tu le ramènes, ça va plus loin que ça. J'ai adoré ça, j'ai pêché 3 poissons dans la nuit et surtout j'ai passé une nuit blanche. J'ai passé une nuit blanche à poser des questions à mon pote sur la pêche. Comment ça se passe, est-ce que tu as des conseils à me donner, ainsi de suite. Et il m'a donné énormément de conseils. Alors je ne vous dis pas, tous ces conseils-là, j'ai dû les appliquer par moi-même plus tard. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que le conseil, c'est bien, mais il faut les appliquer par soi-même pour pouvoir faire évoluer sa technique. Mais en tout cas, j'ai appris ce soir-là la valeur des conseils de pêcheurs avertis. Et c'est pour ça qu'avec Florian, on s'est dit, on va vous donner, pour finir, 15 conseils de pêcheurs avertis en 15 minutes. Ceux qui ont déjà suivi d'autres conférences de nous savent ce qu'est le concept. Il nous reste 13 minutes et on va vous donner 15 conseils. Le premier conseil, il est super simple. C'est que sur vos landing pages, en fait, vous avez 8 secondes pour capter l'attention de vos clients. En 8 secondes, il décide s'il s'en va ou s'il part. Et la première chose qu'il va regarder, c'est le titre. Mais il y a une deuxième stat qui est intéressante, c'est que 90% des gens qui lisent le titre de vos landing pages lisent aussi le bouton d'appel à l'action. C'est-à-dire que 90% de votre travail, il s'effectue sur l'accroche, sur la passe, sur l'offre de valeur, sur le titre de la landing page, et c'est comme ça que vous ferez la différence. Deuxième conseil, vous devez communiquer partout. Ce n'est pas parce que votre prospect a un moment téléchargé votre guide à l'étape 2 que le travail est fini. C'est le début du combat. En moyenne, il faut 7 points de contact, 7 interactions avec le client avant de le signer. Et malheureusement, beaucoup d'agents immobiliers, ce qu'on se rend compte dans les stats, c'est qu'au bout de 2-3 interactions, 2-3 contacts avec la personne, lâchent l'affaire. Et ceux qui signent les mandats, c'est ceux qui arrivent à multiplier ces interactions clients. Et en fait, plus vous allez avoir de points de contact avec les personnes, plus il va être convaincu qu'il faut travailler avec vous. Et donc, du coup, ça ne sert à rien, au moment où il arrive sur vos landing pages, de lui donner des choix. Parce qu'en fait, lui donner un choix, c'est lui donner le choix de s'en aller, de ne pas savoir exactement ce qu'il veut faire, de revenir plus tard. Si vous voulez vraiment des landing pages qui transforment à fond, c'est une landing page, une offre de valeur et une seule action à faire. C'est comme ça que vous aurez des landing pages qui transforment. Multiplier les landing pages. On vous disait qu'en pêche, en génération de leads, votre canne à pêche, c'est la landing page. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les pêcheurs expérimentés, ils ont plusieurs cannes à pêche. C'est pareil dans la pêche aux leads. Une fois que vous avez testé votre première landing page, qu'elle fonctionne, vous devez les multiplier. Plus vous avez de landing page, plus vous allez générer de leads. Alors comment on multiplie ces landing pages ? Déjà, entre vendeurs, acheteurs, etc., c'est bien sûr pas les mêmes types de landing page. Mais ensuite, si je me cible sur le vendeur, je vais avoir plusieurs types de landing page en fonction de la population que je veux toucher, en fonction du discours marketing que telle population va aimer et va plus convertir. Tous les bons pêcheurs, multipliez les landing pages, faites-le. Alors, plusieurs landing pages. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme landing page ?
Est-ce qu'on met des landing pages qui sont courtes ou est-ce qu'on met des landing pages qui sont plus longues? Dilemme. C'est une vraie question que beaucoup de gens se sont posées. Il y a plein d'études qui ont été faites. Et des fois, c'est les landing pages qui sont courtes qui transforment mieux, des fois, c'est des landing pages qui sont plus longues. Donc, il y a une analyse qui a été faite sur toutes ces analyses. Et en fait, la réalité, c'est qu'ils se sont rendus compte que plus le produit ou le service était anxiogène, plus il fallait des landing pages longues et plus les landing pages qui étaient longues convertissaient. Et avec une immense surprise, l'immobilier a été classé tout en haut à droite du schéma. C'est un produit, un service qui est hyper anxiogène. Donc vous devez faire des landing pages qui sont longues pour pouvoir mettre toute la réassurance qui est nécessaire à faire partir le stress et à donner envie aux gens de travailler avec vous. Vous devez aussi bien expliquer votre service parce qu'il y a une peur qui est liée à ça. Donc faites des landing pages qui soient très claires, très rassurantes pour pouvoir enlever tout le stress. C'est comme ça que vous augmenterez votre taux de transformation. Je ne sais pas si vous connaissez Dory, le petit poisson qui oublie tout dans le monde de Nemo, qui a un problème de trouble de l'attention. Ben, vos prospects, c'est un petit peu pareil. Ils ont des gros troubles de l'attention quand ils naviguent sur vos sites internet et vos landing pages. Et c'est pour ça qu'il faut tout simplement supprimer les menus des landing pages pour pas qu'ils disent « Ah tiens, je vais aller lire la rubrique à propos ou telle rubrique ». Non, ça ne fonctionne pas. Vous enlevez les menus de telle sorte que sur votre landing page, le prospect, il ait deux choix. Soit je laisse mon contact, soit je m'en vais. Et s'il s'en va, on pourra le retargeter pour le faire revenir. Maintenant qu'on a vu ce qu'on ne mettait pas sur les landing pages, on va peut-être voir ce qu'on met sur les landing pages. D'abord, on vous l'a répété plein de fois, mais on met des formulaires sur les landing pages. C'est la base de la landing page. Et en fait, en moyenne, un formulaire sur une landing page, il fait 11 champs. 11 champs, c'est énorme, c'est trop. Moi, 11 champs, j'y vais pas. Vraiment, à part si j'ai une vraie offre de valeur en face. Ce qu'il faut, c'est que vous réduisiez le nombre de champs. Il faut que vous mettiez 3 à 4 champs. C'est les formulaires qui marchent le mieux sur les landing pages. Maintenant, 3 à 4 champs, ça ne va pas vous permettre d'avoir énormément d'informations sur le client. Ce qu'il faut, c'est que vous récupériez le contact. Et ce n'est pas grave si vous n'avez pas les informations maintenant, parce que vous allez pouvoir faire du retargeting, vous allez pouvoir lui envoyer des mails pour qu'il remplisse des formulaires plus tard, ou vous allez pouvoir tout simplement finir par l'appeler au téléphone pour vraiment qualifier son besoin. Mais au moment de la landing page, l'objectif, c'est d'obtenir le contact, donc ne faites pas des formulaires trop longs. Les témoignages clients, on en parle sur le Rent et sur Imodo depuis des années, vous devez les collecter. Mais vous devez surtout les utiliser au point stratégique, là où il va avoir une conversion de fait, là où on va générer le contact. Donc placez vos témoignages clients sur vos landing pages, placez-les près du formulaire de contact. C'est ce qu'on appelle de la réassurance, du social proof. Vous devez exploiter tout ce super matériel que vous collectez aux endroits stratégiques. Une autre chose qui booste beaucoup la conversion, c'est la vidéo. Alors la vidéo, c'est marrant parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on disait depuis le début, c'est-à-dire de ne pas trop divertir le client ou lui mettre des choses qui peuvent le perturber. Sauf que la vidéo, c'est un petit peu comme le leurre lumineux en pêche. Pendant la nuit, on voit que lui et ça attrape hyper bien. Et en fait, la vidéo, ça attire le clic. Les gens ont envie de cliquer sur la vidéo. Une autre chose, c'est qu'avec la vidéo, vous allez pouvoir avoir une autre manière de faire votre discours. Un discours qu'on ne peut pas avoir sur une page plate avec juste des images et du contenu. Avec la vidéo, vous allez pouvoir créer de l'émotion. Vous allez pouvoir humaniser la manière dont vous vous adressez aux clients. Bref, vous allez booster la conversion. Et une autre chose, c'est qu'investir dans la vidéo, ça va vous permettre d'utiliser la vidéo à d'autres endroits de votre communication pour pouvoir être performant. Donc faites-le, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Personnaliser les call to action. Les call to action, c'est les boutons de passage à l'action. HubSpot a fait une étude sur 300 000 call to action et ils sont aperçus qu'il y avait une manière d'augmenter drastiquement la conversion, c'était de personnaliser le call to action en fonction du profil de l'internaute. Concrètement, à quoi ça ressemble pour de l'immobilier? C'est un peu plus technique, ça c'est un conseil pour ceux qui sont un peu plus avancés, mais concrètement, si c'est un visiteur qui visite par exemple mon site internet, je vais lui proposer un call to action du style « télécharger le guide des prix à Bordeaux ». Okay. Par contre, si je m'aperçois que ce visiteur, j'ai déjà son contact en base de données, donc il a déjà potentiellement téléchargé ce guide ou il a déjà été en contact avec l'agence, je vais dynamiquement changer ce call to action pour, au lieu de lui proposer de télécharger le guide et récupérer un contact que j'ai déjà, lui proposer tout simplement de contacter l'expert du quartier et qu'on rentre directement en relation puisqu'on est déjà sur une interaction un peu plus avancée avec la personne. C'est ce que HubSpot appelle les smart call to action. Utilisez-les. Un peu de développement informatique pour ça, mais ça vaut le coup.
Une autre chose qui marche hyper bien, c'est ce qu'on appelle le contenu généré par les utilisateurs, le User Generated Content. En fait, c'est les commentaires, c'est laisser la possibilité à des gens de laisser des commentaires sur vos pages. La réalité, c'est que sur les landing pages, c'est vite dangereux de laisser les gens commenter et ça peut avoir un impact négatif. Par contre, il y a quelque chose qui fonctionne très très bien sur cette partie de contenu généré par les utilisateurs, que je vous invite tous à faire, c'est quand vous avez des clients avec lesquels vous travaillez ou avec lesquels vous venez de travailler et qui sont satisfaits, dites-leur, tiens, tu peux me rendre un service, je suis en train de lancer une nouvelle campagne de pub, tu peux mettre un petit commentaire sur la pub sur les réseaux sociaux. Sur toutes les pubs de réseaux sociaux, on est capable de mettre des commentaires. Et en fait, ce petit commentaire-là, il faut qu'il soit positif, bien entendu, mais ce petit commentaire-là, il va avoir un impact incroyable sur la réassurance du client. Et en plus de ça, il va augmenter ce qu'on appelle le reach, c'est-à-dire la puissance de votre publicité. Donc sur ce conseil-là, allez-y à fond, ça marche hyper bien et ça ne coûte rien. Et demandez à vos clients, parce qu'ils ne vont pas forcément le faire naturellement, aller commenter vos pubs. On parle de responsive design depuis des années, de mobile, etc. Mais on le rappelle, vous devez optimiser vos landing pages sur mobile. Ce n'est pas parce que généralement la conversion n'est pas sur mobile, elle est plus généralement sur desktop, mais l'internaute commence ce qu'on appelle sa buying journey sur un mobile, c'est-à-dire qu'il va consulter en premier la page sur un mobile pour ensuite, plus tard, faire la conversion, générer le contact sur un ordinateur classique. Donc optimiser pour mobile et surtout optimiser pour tablette, puisque ce qu'on s'aperçoit, c'est que le taux de conversion sur tablette est 3 fois supérieur au mobile, et on oublie souvent la tablette dans l'optimisation de notre site. Maintenant qu'on vous a donné tous les conseils pour optimiser vos landing pages, il y en a un dernier qui est peut-être le meilleur pour pouvoir tester tout ce qu'on vient de dire, c'est l'A/B testing. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'A/B testing, imaginons que vous arriviez à amener 250 personnes sur votre landing page, et ben, il y en a 125 qui vont voir une version 1, 125 qui vont voir une version B. Et l'outil va vous dire automatiquement, bah, c'est la version B qui marche le mieux. Du coup, ça va vous permettre d'améliorer continuellement vos landing pages. Le seul point, c'est que je vous conseille de ne pas tester 2 landing pages complètement différentes. Je vous conseille de tester des petites choses. Ouais. Tester le titre, premier conseil. Tester les call to action, les smart call to action, mais même déjà des call to action différents pour voir si ça a un impact. Tester de rajouter une vidéo, de rajouter un témoignage et de voir si ça booste ou non votre conversion. Nous, on utilise Instapage parce que c'est en natif dedans l'A/B testing, mais vous pouvez tester Google Optimize, Optimizely et Chameleon qui sont les leaders du marché et qui proposent des versions gratuites jusqu'à un certain nombre de tests, mais qui vous permettent déjà d'améliorer vos landing pages et de voir l'impact que ça a. On a parlé un peu plus tôt de la fameuse glacière, donc des marketing, donc partie CRM et automatisation marketing. On ne vous a pas parlé des outils pour faire ça. Il y a 3 outils qui fonctionnent très bien, Mailchimp, Sendinblue et ActiveCampaign. Nous, personnellement, chez Imodo, on utilise ActiveCampaign qui permet de faire vraiment des processus hyper intéressants. Vous devez exploiter ces outils dès que vous mettez en place des campagnes de génération de leads et que vous avez des ambitions. Parce que très vite, vous allez vous retrouver avec un volume de leads où tout le monde n'est pas un leads show prêt à être appelé. Donc tous ces autres, c'est bête de les mettre à la poubelle, de ne pas les traiter. Donc on les envoie dans ces campagnes de marketing automation pour que dans le temps, ils reçoivent de l'information et qu'à un moment, on reçoive une alerte pour dire c'est le moment d'appeler celui-là, il est chaud. Et quand c'est le moment d'appeler celui-là, eh ben, rappelez-le vite. Rappelez-le vite, même si 5 minutes, c'est pas facile. Vous avez des emplois du temps qui peuvent être vite chargés, donc je ne vous dis pas rappelez-les en 5 minutes, c'est injouable. Mais par contre, mettez-vous à disposition de votre campagne de leads pour pouvoir les rappeler assez vite. Typiquement, Yann, quand on avait fait le test de campagne, il s'était mis à disposition et il rappelait les gens dans l'heure ou sous les 2 heures. Et c'était pris de manière hyper positive par les clients. Déjà, de base, parce qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ne rappellent pas, mais aussi et simplement parce que ça montre la réactivité et l'importance que tu attaches aux clients. Et surtout, ça fait tout de suite le lien entre le digital et la réalité. Donc, rappelez vite vos clients. Parce qu'ils attendent ça, ils attendent vraiment d'être appelés quand ils lâchent des coordonnées ou qu'ils vous demandent quelque chose. Si vous n'êtes pas convaincu, j'ai une deuxième stat. 74% des clients travaillent avec le premier agent immobilier qui les a contactés. Donc soyez ce premier agent immobilier qui les a contactés. Et en réalité, ça va même plus loin que ça. Parce que là, on vient de passer 45 minutes à vous expliquer des techniques de pêche, mais en tout cas, comment on génère des leads. Mais en fait, tout ce qu'on vous a expliqué, c'est pour détecter les signaux faibles des gens qui ont un projet immobilier. C'est pour pouvoir toucher les gens qui ont un projet immobilier en amont, avant qu'ils aient fait la démarche d'eux-mêmes de venir vous contacter, pour que vous soyez le premier agent immobilier qui les contacte,
pour que ce soit vous, la personne avec qui il travaille, dans 3/4 des cas. C'est vraiment l'objectif là. Et de toute façon, tous les bons pêcheurs vous le diront. En réalité, si j'ai ma canne qui est dans l'eau et qu'il y a un poisson qui vient de mordre à mon hameçon et que je suis en train de le ferrer, il n'y a aucune chance que ce soit un autre pêcheur qui le pêche et qui le mange à ma place ce soir. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Comme on dit, la canne est dans votre camp.